Bonjour. Dans cette seconde partie sur la rééducation, nous allons parler du piège que peuvent poser les groupes. Les peurs engendrées aboutissent sur un déséquilibre entre le soi unique de chacun, c'est-à-dire l'ego, et le soi partagé, c'est-à-dire celui qui nous vient de cette conscience infinie dont nous faisons tous partie. Et ce déséquilibre se fait en renforçant l'angoisse de se retrouver seul, c'est-à-dire en renforçant le besoin d'appartenir. Ce déséquilibre mène au conformisme. Il devient alors aisé de transformer l'individu, car il est en général plus facile de changer les individus engagés dans un groupe que de les changer séparément, ainsi que l'a écrit le psychologue Kurt Lewin, le père de cette approche. Pour continuer de le citer, le groupe auquel appartient un individu conditionne ses perceptions, ses sentiments et ses actions. Comme on l'a vu dans la première partie, malgré le but déclaré d'inculquer les valeurs de démocratie et de tolérance, tout porte à croire qu'il s'agirait plutôt d'adapter l'homme à un régime paternaliste gardant un visage démocratique mais au service des intérêts financiers d'une infime minorité. Dans une société où le but est le profit pour le profit, tout devient chosifié. Le vivant n'a pas sa place. Et donc un tel régime, pour survivre, doit nécessairement étendre son contrôle et ne peut que s'orienter vers un modèle totalitaire mondialiste d'intérêts financiers supranationaux. Et donc, il faut à chaque étape rééduquer l'homme par le biais de l'ingénierie sociale pour l'adapter à une telle situation. Dans ce but, la manipulation des groupes permet de contrôler l'ensemble de la population, la majorité ainsi que toutes les minorités, y compris les minorités critiques, puisque la plupart des gens font partie d'associations, de collectifs, de partis politiques, de syndicats, de sectes ou d'autres groupes à vocation religieuse, de groupes de loisirs, d'institutions telles les écoles, les entreprises, les communes, l'État, etc. D'après la théorie élaborée par Lewin, dont l'approche est mécanique et donc considère l'homme et la société comme un système dépourvu de vie, changer l'homme implique 3 étapes. Dégel du niveau actuel, passage à un nouveau niveau, gel de la vie du groupe sur le nouveau niveau. Pour y parvenir, le développement d'un leadership au sein des groupes est un facteur clé composé de leaders, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler des agents de changement. D'ailleurs, le programme Young Global Leaders du WEF sélectionne et forme des leaders de tous les domaines et parallèlement une initiative du professeur Klaus Schwab, fondateur et directeur exécutif du WEF, sélectionne et forme des façonneurs mondiaux dont la mission est de façonner les processus décisionnels et susciter des changements positifs dans leur communauté et dans le monde. La fonction principale du leader et des agents de changement est de manipuler le groupe vers les objectifs qu'il sait être appropriés pour celui-ci, en d'autres termes, des objectifs qui n'ont pas été décidés par l'ensemble du groupe. Il y a infantilisation. Plus il y a infantilisation, plus le besoin de protection et de remettre sa volonté à d'autres augmente, et plus la capacité de réflexion et d'autonomie diminue.
Il faut pour cela des caractères appropriés, par exemple motivés par la notoriété, l'argent, le statut social, voire avec peu ou pas d'empathie émotionnelle pour les ressentis, la souffrance d'autrui. Pour citer l'historien de la psychologie Robert Ribert, les psychopathes ont usurpé une position d'autorité et d'influence sur le groupe, comme s'ils incarnaient par leur personne le groupe dans son ensemble. Le leadership doit être dévoué à induire et contrôler les changements dans le système social, que cela soit d'une institution, d'une communauté locale ou au sein de minorités insatisfaites par la situation actuelle. Ces minorités, quelles qu'elles soient, sont un bon terreau pour l'émergence d'un tel leadership. En effet, les hommes ne changent pas leurs arrangements sociaux tant qu'ils en sont pleinement satisfaits. Il faut donc dégrader la situation, ce qui peut être fait d'après la théorie de Lewin en appliquant une tension sur l'environnement. D'après l'économiste Guido Preparata, pendant 15 ans, de 1919 à 1933, les élites anglo-saxonnes ont manipulé la politique allemande avec l'intention délibérée d'obtenir un mouvement réactionnaire qu'elles pourraient ensuite utiliser comme pion dans leurs intrigues géopolitiques. Comme on le sait, cette manipulation a permis la montée de Hitler, qui a ensuite été soutenu plus directement. Pour imposer le changement, la première tâche du leadership est, en s'aidant de concepts appropriés d'ingénierie sociale, de diagnostiquer les possibilités de changement, localiser les forces qui soutiennent le changement, c'est-à-dire de discerner ceux qui, dans le groupe, sont insatisfaits mais désireux de travailler pour le changement, et de recruter les personnes dont l'insatisfaction est de telle nature qu'elles sont prêtes à être utilisées immédiatement comme des motivations pour l'action. Comme on le voit, les gens sont considérés des outils à être utilisés. Parmi les autres, il s'agit de repérer ceux insatisfaits mais sceptiques de l'utilité de dépenser leur énergie dans cette direction et ceux satisfaits avec les choses comme elles sont. Il s'agit d'une manière ou d'une autre de les mener à un état d'insatisfaction. L'insatisfaction étant, d'après certains articles, un moyen de susciter un intérêt initial pour un changement social délibéré. Tout est, n'est-ce pas, dans ce d'une manière ou d'une autre. Le but essentiel est d'amener le groupe à un consensus concernant la décision et l'action à suivre. Pour cela, la discussion est un obstacle et encore plus le débat. En effet, il consiste à convaincre en exprimant son point de vue, le débat étant un cran au-dessus de la discussion où il s'agit de véritablement défendre son point de vue. Et donc, le débat ne peut avoir lieu qu'entre parties à pied d'égalité dans la compréhension. Quant à la discussion, elle a au moins le mérite d'être honnête. Il y a persuasion, mais pas manipulation. Même s'il y a imposition de la position du leadership, c'est fait ouvertement. C'est le dialogue, c'est-à-dire l'échange d'idées, de pensées et d'opinions, où le but, contrairement à la discussion, est de comprendre la position d'autrui qui peut aboutir à un consensus, à un changement du point de vue initial de la personne. Il est certes plus démocratique, mais c'est justement pour cela qu'il est plus manipulable. Un dialogue honnête aboutit rarement à un consensus, tout au plus à une opinion majoritaire. La discussion et le débat sont nécessairement fondés sur des arguments et des preuves solides. Le dialogue, lui, inclut
l'expression de ressentis qui sont plus manipulables. Comme le montre l'étude du cas d'une entreprise de soins, le dialogue est créé par le biais de réunions formelles et informelles organisées par les leaders, des réunions incluant tout le groupe, d'autres en petits sous-groupes, des entretiens en tête-à-tête avec les leaders, mais aussi par le biais d'activités génératrices de consensus, notamment des activités sociales, par exemple des rencontres autour d'un repas. Le processus est à tour de rôle centré sur le leader et centré sur le groupe, avec absence du leader. Le groupe devient une famille en dehors de la famille. Pour citer Lewin, en acceptant d'appartenir au groupe, l'individu accepte le nouveau système de valeurs et de croyances. Tout cela semble en apparence soutenir une communication honnête et ouverte d'opinions et de points de vue, mais en réalité, le leadership, lui, connaît l'agenda et le consensus à obtenir. Les autres sont ignorants de l'existence même d'un agenda. Ces méthodes permettent au leadership de se familiariser avec le profil de chaque membre, d'entrer dans leur intimité et de venir à connaître leur vie, leurs valeurs, perceptions, opinions. C'est d'autant plus possible pour les agents de changement, car leur rôle reste inconnu du reste du groupe. Ils peuvent prendre le contrôle du dialogue et imposer un consensus qui n'en est pas un. Tout comme dans une relation personnelle d'ordre pathologique, il y a une première phase dite lune de miel, où l'individu pense avoir trouvé son alter ego dans le groupe. Comme suggéré, il faut faire en sorte que tout le monde soit le bienvenu et se sente désiré. Lui donner l'impression qu'il peut s'exprimer librement, exprimer toutes ses émotions, toutes ses opinions. Mais si, dans un deuxième temps, il vient à exprimer des opinions contraires, ou à montrer par son attitude son désaccord, voire à critiquer l'attitude d'autres membres, alors le groupe entier devient hostile envers lui. Le groupe est devenu une famille, mais une famille enfermée dans l'entre-soi et dans le rejet des autres. Tout est fait pour lui donner mauvaise conscience. Il est mis au banc. On cesse de lui parler. Le silence peut être preuve de sagesse, un moyen de protection, mais il peut aussi être une violence psychologique de nature passive-agressive. Le but est de punir afin de faire plier la victime. Il s'agit là d'une technique efficace dans le cadre d'un interrogatoire pour faire confesser. Dans le cadre privé, en présentiel ou en bloquant sur les réseaux sociaux, il éradique l'existence de la victime et ainsi renforce le lien traumatique, la menant bien trop souvent à se soumettre à un nouveau cycle de violence. Dans un système technocratique, c'est une torture sans visage humain. Une personne déjà dans une détresse profonde, par exemple surendettée, peut avoir à attendre des années avant de recevoir son verdict. Sera-t-elle ou non à la rue? Dans un climat déjà toxique, le silence peut briser l'esprit d'un homme. Car quelle violence terrible que celle qui consiste à nier l'existence même de l'autre. Les membres d'un groupe peuvent ainsi en venir à la violence psychologique si nécessaire, et si les circonstances l'exigent, peuvent même être amenés à la violence physique, tout en se sentant pleinement justifiés et dans leur bon droit contre toute personne différente, et donc à faire ce que, individuellement, ils n'auraient probablement jamais imaginé faire. Un groupe, une fois replié sur lui-même,
fermé à la discussion, à entendre l'autre, coupé du reste de la société, induit des états pathologiques parmi ses membres, plus leur identité se fonde sur le groupe, plus leur effort d'adaptation aux idéaux du groupe est grand. Au final, groupe contre groupe, la société reste fragmentée et s'oriente sans cesse vers des conflits. Et pendant ce temps-là, les intérêts financiers continuent de perdurer et d'accroître la détresse sociale, et ce faisant augmente l'insatisfaction, facilitant d'autant plus l'émergence de mouvements réactionnaires où règne non seulement l'insatisfaction, mais aussi la frustration. Une frustration qui incite à vouloir forcer à reconnaître son existence par tous les moyens possibles. Dans une prochaine vidéo, nous discuterons de possibles moyens pour sortir de ce cercle vicieux qui met en péril l'individu et sa société. Merci.